Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. L'heure est, paraît-il, au triomphe du libéralisme économique, à l'omnipotence informatique et immatérielle, à la marginalisation du salariat. Désormais, la réussite ne saurait plus être qu'individuelle, elle s'affiche sans pudeur sur les réseaux improprement dits sociaux, toute ambition collective doit s'effacer, se taire. En France, le syndicalisme, brocardé par les pouvoirs et ringardisé par les médias, agonise. Les auteurs de cet ouvrage ne sont ni des théoriciens de la politique, ni des philosophes autoproclamés analystes de leur époque, encore moins des visionnaires. Ils ne peuvent que faire ce constat. Aussi, pourquoi faire retour sur l'histoire de la corporation des correcteurs, laquelle s'est constituée il y a des décennies autour de vertus militantes et syndicales ? Pourquoi évoquer le monde des travailleurs du livre, lesquels ont longtemps véhiculé des valeurs de combat et de solidarité ? Par nostalgie ? Peut-être, mais pas seulement. Pour témoigner ? Sans doute, mais pas uniquement. Pour transmettre et réanimer le débat ? Nous l'espérons, d'autant que nous n'occultons pas les dysfonctionnements qui ont jalonné la vie du syndicat des correcteurs, tout en portant un regard affectueux sur celui-ci. La profession de correcteur est longtemps demeurée méconnue. Pendant un siècle, on ne devenait correcteur que par parrainage. Si le correcteur, hier salarié incontournable dans l'imprimerie, la presse et l'édition, aujourd'hui travailleur ultra précarisé, est demeuré un personnage de l'ombre, le syndicat des correcteurs s'est en revanche doté d'une réelle visibilité sur le front des luttes ouvrières. Héritier du courant anarcho-syndicaliste, il a toujours revendiqué son statut de trublion au sein de la Fédération française des travailleurs du livre, FILPAC aujourd'hui, et de contestataire au sein de la CGT. Par ailleurs, on nous annonce depuis des lustres la mort du livre. Pourtant, des livres, il s'en publie à profusion. Les statistiques indiquent que, en France, quelques 50 000 titres paraissent chaque année. Le livre n'est donc pas mort. En revanche, les métiers du livre sont en voie de disparition. On s'accorde à dire que les années 1980 marquèrent le début de la désindustrialisation de la France, laquelle verra progressivement disparaître ses aciéries et ses mines. Mais ces années 1980 marquèrent aussi l'accélération de la crise de la presse, laquelle se traduira par des réductions d'effectifs drastiques jusqu'aux années 2000. Et pourquoi évoquer l'histoire du livre, des ouvriers du livre et des correcteurs sous la forme d'un abécédaire et non pas de manière chronologique ? Déjà, quand l'histoire du livre débute-t-elle ? Au moment de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg ? Plutôt, avec les scribes de l'Égypte pharaonique, les volumens de la Grèce ancienne et de l'Empire romain, les moines copistes du Haut Moyen-Âge ? Et l'histoire des ouvriers du livre ? En 1885, date de naissance de la Fédération française des travailleurs du livre ? Plutôt, car les travailleurs du livre ont commencé de se réunir et de se battre contre le patronat dès le début du XIXe siècle, alors que la révolution industrielle accentuait les injustices sociales ? Et l'histoire de la corporation des correcteurs ? Le plus simple serait de choisir l'année 1881, quand naquit le syndicat des correcteurs, alors dénommé Chambre syndicale des correcteurs d'imprimerie. Mais pourquoi pas 1866 ? Quand fut créée la Société des correcteurs de Paris ? Et pourquoi pas le début du XVIe siècle, puisqu'Érasme fut le premier des célèbres correcteurs d'imprimerie ? Toutes ces questions, nous nous les sommes posées lors de nos séances de travail avant de nous rendre à l'évidence. Le livre, c'est avant tout un vocabulaire. En effet, les ouvriers du livre, des ouvriers pas tout à fait comme les autres, selon la formule de Madeleine Rebériou, les ouvriers du livre et leur fédération, 1981, ont forgé un vocabulaire propre à leur métier. Eugène Boumy s'en amusait déjà dans son dictionnaire de l'argot des typographes, 1883. Nous avons donc choisi de rédiger et de réunir dans l'ordre alphabétique une collection d'historiettes, pour évoquer cette histoire de la corporation des correcteurs et du livre. Volontairement, nous ne nous sommes pas cantonnés au vocabulaire de métier, celui de l'aristocratie de la classe ouvrière. Expressions anciennes et mots nouveaux se côtoient. Le global alterne avec le spécifique. Ce vocabulaire peut être celui des pseudo-modernes, e-book, geek, télétravail, celui de la vie du livre-objet, copie, droit d'auteur, manuscrit, celui des métiers du livre, casse, marbre, plomb,
celui du métier de correcteur, chanter la copie, div, majuscule elliptique, celui du syndicalisme en général, label syndical, monopole de l'embauche, celui du syndicalisme propre aux correcteurs initiés, gang des tractations avant, liste à Jules, service syndical. Et derrière les mots se cachent bien souvent des mots, saisis délocalisés, sarrasins. Enfin, pourquoi avoir écrit ce livre à 4 mains ? La réponse est simple, cet ouvrage est né d'une amitié. Une amitié entre deux hommes au parcours dissemblable, dont les chemins se sont croisés au début des années 1990. Une amitié qui s'est affermie malgré les divergences d'opinion, résistant aux oppositions comme au temps. Nos parcours ? L'un est devenu très jeune correcteur, par tradition familiale. Il a emprunté un ascenseur social qui n'était pas encore tombé en panne pour finir cadre dirigeant, mais un cadre dirigeant qui n'a jamais renié ses convictions. L'autre est devenu correcteur sur le tard et à l'invitation de ses amis anarcho-syndicalistes, après avoir tâté de divers métiers, entre autres de la recherche archéologique. Il a toujours conservé un statut précaire de pigiste. Nos divergences d'opinion ? Nous avons défilé côte à côte dans toutes les manifestations revendicatives en espérant le grand soir, mais l'un tenant le drapeau rouge, l'autre le drapeau noir. Nous avons milité ensemble au sein du syndicat des correcteurs, mais sans nous accorder sur tous les sujets. Débutez en chantant le Allah. Indignez-vous de l'assassinat du demi-quadratin. Découvrez les Bulgares de l'Est, déplorez la mort du Flex, cheminez dans la République du Croissant et finissez par traquer ou défendre les veuves et orphelines. Bonne lecture. Pierre Lagrue et Silvio Matteucci. Allah. Le Allah est au typographe ce que le boudin est au légionnaire, une sorte d'hymne de ralliement. Le Allah est en effet la chanson traditionnelle des ouvriers du livre. Mais quand la Légion marche au pas cadencé au rythme du boudin, les ouvriers du livre se réunissent dans la convivialité en entonnant le Allah. Le refrain du Allah est le suivant, Allah. 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 À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui, ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins de celle du puits, Allah. 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 À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui, pas d'eau. Pas d'eau. Pas d'eau. Le Allah se chante en de multiples occasions et il est ancré dans la belle histoire de l'imprimerie. Le Allah tel qu'on le connaît, paroles et musique d'Ada d'Orgel et Padi date du Second Empire. Néanmoins, son origine se situe au XVIe siècle. À l'époque, trinquer constitue un acte de résistance. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, rédigée par le chancelier Guillaume Poyet et promulguée par le roi François Ier en 1539, a marqué l'histoire en imposant l'usage exclusif du français pour toute procédure légale, mais cette ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances, connue aussi sous L', expression ordonnance guilhelmine, dont seuls les articles 110 et 111 concernant la langue française n'ont pas été abrogés, comporte 192 articles et elle interdit notamment toute confrérie de gens de métier et toute entente et coalition ouvrière. En outre, il devient interdit de faire trique, grève, assemblée, monopole et banquet. Or, à l'époque, dans certaines imprimeries, les ateliers peuvent déjà réunir une cinquantaine de personnes et le boire ensemble, synonyme de convivialité, est aussi l'occasion d'élaborer des revendications, voire de préparer le tri. Au XIXe siècle, les banquets républicains organisés par les typographes perpétuent cette tradition mariant dans le vin revendication et convivialité. Chaque 6 mai, les festivités de la Saint-Jean-Porte-Latine, saint patron aussi bien des vignerons que des typographes, fournissent l'occasion de grands banquets. Sous le Second Empire, donc, Napoléon III durcit la loi Le Chapelier de 1791, laquelle interdit toute coalition ouvrière. Les assemblées typographiques sont proscrites dans les ateliers. De ce fait, elles se déroulent au domicile des confrères. Chacun, à tour de rôle, reçoit ses camarades d'atelier autour d'un verre, et on trinque à la santé de l'amphitryon en entonnant le Allah. Cette chanson des typographes prend dès lors un sens révolutionnaire. Même quand ces assemblées ne sont que festives, le Allah se double de l'international. Par la suite, dans la presse et les imprimeries, chanter le Allah devient un moment privilégié de camaraderie. À l'occasion de l'anniversaire de l'un ou des fiançailles de l'autre, parfois sans raison précise, on trinque, on lève le coude. Certes, en ce temps de la composition chaude, on recommande aux typographes de boire du lait.
il paraît que ce breuvage permet de se prémunir du saturnisme, redoutable intoxication chronique par le plomb. Par la suite, les progrès de la science remettront en cause cette prophylaxie à laquelle les ouvriers du livre ne se soumettent guère de toute façon, préférant absorber des nectars alcoolisés, anisette ou rouge de bonne cuvée, en chantant le Allah. L'avènement de la photocomposition, dans les années 1970, met un terme au risque de saturnisme. Pas de lait. Pas de lait. Pas de lait, entend-on parfois dans les ateliers au cours de quelques Allah. Dans les années 1980, la composition est donc devenue froide, mais la chaleureuse camaraderie perdure, tout comme le Allah. Hélas, au rythme des plans sociaux qui déciment les effectifs du livre dans les années 1990, le Allah tombe en désuétude, disparaît des mémoires. Pourtant, l'alcool n'a pas disparu dans le monde de l'écrit. En effet, si les ouvriers du livre ont laissé la place à de jeunes diplômés d'écoles renommées ignorant tout des préoccupations du monde ouvrier moribond, ils ont un point commun avec leurs devanciers, un goût prononcé pour l'alcool festif. Le boire un coup se perpétue donc, mais dépouillé de sa substance historique et revendicative. Le Allah d'Ada d'Orgel et Paddy est remplacé par le populaire « Il est vraiment phénoménal » du groupe Phénoménal Club. Dans ce morceau creux comme un tube, pour paraphraser Boris Vian et Julos Bocarn, Boris l'auteur et DJ Xam le compositeur, convoque Claire Chazal quand les ouvriers du livre convoquaient Louise Michel. Témoignage. En cette fin des années 1990, une cohorte de jeunes informaticiens, fondus de multimédia, avait remplacé les derniers survivants du monde de l'imprimé à l'Encyclopædia Universalis. Je ne leur trouvais qu'un point commun avec mes anciens camarades, la soulographie épisodique. Le boire un coup survivait. Mariant atavisme et militantisme, j'acceptais presque toujours l'invitation à picoler de cette nouvelle jeunesse, m'efforçant de convertir ceux qu'on n'appelait pas encore des geeks aux valeurs héritées de l'ancien monde ouvrier. De peau en peau, ils devenaient plus réceptifs à mon discours, le choc des mondes s'atténuant grâce à l'alcool partagé. À l'occasion d'un pot mémorable, je leur appris le Allah. Témoignage de Pierre Lagrue. Abolition du salarié. Demander l'augmentation de quelque chose le matin, et exiger son abolition le soir n'est guère favorable à la tranquillité de l'âme humaine. Cette contradiction, nous la vivons pourtant depuis près de 2 siècles avec cette chose qui s'appelle le salaire. En effet, qu'un homme encore tout éclairé de l'idéal des Lumières se voit contraint de se livrer à un travail mécanique et répétitif à seule fin de percevoir un salaire lui permettant de satisfaire ses besoins matériels, ne peut que susciter en lui un profond sentiment d'humiliation. Nous qui avons, durant des décennies, suivi moult cortèges syndicaux à une allure de pénitents sommes bien placés pour le savoir. Le terme salaire vient du latin salarium dérivé de sal, sel. Le salarium était la ration de sel que la République romaine fournissait à ses soldats pour leurs bons et loyaux services, avant qu'il ne désignât, à partir de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la première monnaie sonnante et trébuchante. Donc, dans la Rome antique, les salariés étaient des soldats et non pas des prolétaires. Car les prolétaires existaient déjà. Le prolétaire, du latin proletarius, dérivé de parole, descendance, était un citoyen romain pauvre qui ne comptait aux yeux de l'État que par ses enfants. Les prolétaires constituaient la 6e et dernière classe du peuple. Ils étaient exonérés de l'impôt et exempts d'aller à la guerre. Ils n'étaient pas rémunérés, mais considérés selon leur aptitude à procréer. On suppose qu'il fallait bien peupler de citoyens romains les nouvelles colonies. Quelques 2000 ans plus tard, à la faveur de la révolution industrielle, émergeront d'autres prolétaires. Ceux-là sont des travailleurs, ils ne sont considérés que comme force de travail, du bas latin tripalium, instrument de contrainte, de torture, qu'ils vendent au capital contre un salaire. Il faut désormais marquer une différence d'ordre sémantique entre prolétaire et ouvrier. Le terme ouvrier est issu du latin operari, agir, opérer, travailler avec ses mains, et operarius, celui qui fait, évoluant au XIIe siècle vers ovrer, overieur, agent auteur. Ainsi, le prolétaire ne disposerait que d'une force brute, indifférenciée, alors que l'ouvrier, doté d'un savoir-faire, s'inscrirait davantage dans la tradition des métiers. Il est vrai que dans les imprimeries, nous n'avons jamais rencontré de prolétaires du livre, mais des ouvriers du livre,
comme bien évidemment nous n'avons pas entendu parler d'aristocratie prolétarienne, seulement d'aristocratie ouvrière. Quoi qu'il en soit, aux yeux du capital, nous sommes tous de la chair à salariat. Marx, fameux théoricien entre tous, considère que le salariat est une forme de prostitution. Il énonce aussi que le capital suppose le travail salarié, le travail suppose le capital, ils se créent mutuellement. Il y aurait entre les deux une fatale relation d'interdépendance. Comment sortir de ce dilemme ? S'adressant aux représentants de l'Association internationale des travailleurs, première internationale, en 1865, le même Marx propose qu'au lieu du mot d'ordre un salaire équitable pour une journée de travail équitable, les travailleurs doivent inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire abolition du salariat qui est leur objectif final. Et de poser deux classes antagonistes, la classe sociale, travailleurs, prolétariat, salariat, contre la classe capitaliste, bourgeoisie, patronat, finance. Dans cette lutte des classes, l'avantage logique est à la classe sociale, elle est plus forte en nombre et son jeu est collectif. Et tout compte fait, c'est bien elle qui fait tourner les machines et produit véritablement les richesses. Si une revendication tourne mal, elle peut toujours sortir sa carte maîtresse, la grève générale. La classe capitaliste, elle, hormis cette pseudo-science qu'est la finance, ne possède que la force de répression, police et armée. Elle en use et abuse d'autant plus que sa mort est annoncée, au jour du grand soir. Mais quand les disciples de Marx théorisaient, une guerre mondiale se préparait secrètement dans les hautes sphères dirigeantes, elle se déclare fort opportunément. Toute affaire cessante, les deux classes s'entendent sur la nécessité de défendre la patrie. Les salariés de bon gré vont au casse-pipe. Non, ce n'était pas le meilleur moyen de se débarrasser d'eux. Fort heureusement pour les capitalistes, il en est revenu suffisamment pour reconstruire sur les champs de ruines des usines modernes pour produire des marchandises innovantes. Le salariat connaît une nouvelle jeunesse. Les années 1920 annoncent un début de prospérité matérielle, accompagné des plaisirs du music-hall, le samedi soir après le turbin. Pour la période 1921 à 1929, la France affiche une croissance annuelle de 7,7%. La Confédération générale du travail, alors affiliée à la Troisième internationale, d'obédience communiste, dont les statuts prévoient toujours l'abolition du salariat, met encore plus d'ardeur à demander des augmentations de salaire. Une frange d'ouvriers, plus instruits, accédant à des postes plus spécialisés, se place au plus haut de l'échelle des salaires. Les plus aventureux jouent à la bourse. Ils forment ce qu'on appelle déjà la classe moyenne. Mais une crise mondiale se préparait secrètement dans les hautes sphères de la finance. En octobre 1929, Wall Street, la tête pensante des bourses de la planète, s'effondre et par quelques mystérieux mécanismes, entraîne une crise économique, politique et morale qui s'étend jusqu'en Europe. En France, la classe sociale, relativement moins touchée, en profite pour prendre l'offensive. La seule manière d'enrayer et d'arrêter cette calamité, c'est que tous les hommes rouges s'unissent pour revendiquer un droit commun et égal sur cette terre, comme par le passé, et ainsi qu'il devrait en être aujourd'hui, parce que jamais elle ne fut divisée dans le passé et qu'elle appartient à tous pour l'usage de chacun. Non, ces paroles ne sont pas de Marx, mais de Tecumseh, un chef de guerre de la nation indienne Shawnee, qui vivait dans ce pays verdoyant où le démon Mammon fit installer un siècle plus tard son tripot financier Wall Street. Les salariés parisiens, dont la plupart étaient rouges de couleur politique, se sont-ils inspirés de ces paroles pour s'unir dans le Front populaire ? Toujours est-il qu'ils y ont gagné la semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés. Mais une guerre mondiale se préparait secrètement dans les hautes sphères de la diplomatie. À peine les salariés commencent-ils à découvrir les plaisirs de la plage sous le soleil d'été, à allumer les lampions des petits bals du 14 juillet, qu'ils sont soudainement envahis par des cohortes de soldats barbares, façon légion romaine mais équipés de machines capables de semer la terreur dans le plus endurci des villages gaulois. Ils ne détruisent pas les usines ni n'abolissent le salariat. Ils amènent leur propre patronat. La plupart des ouvriers ne pourront faire autrement que d'accepter les nouvelles conditions imposées par l'occupant, y compris le rationnement. Quelques-uns prendront le maquis. Maintenant, s'il nous faut observer une règle, ce serait celle-ci. Toute guerre, elle se termine toujours et suivie d'une période de reconstruction durant laquelle les forces vives du pays s'entendent pour instaurer une paix durable et un bien-être sûr. Pour cela, il faut retrousser les manches,
Maurice Thorez, salarié du Parti communiste français, ne dit pas le contraire, ni les autres salariés. Les syndicats pas davantage. Cette période est restée célèbre sous l'expression 30 glorieuses. Mai 68, certains prônent l'épanouissement personnel et la fin du travail, ils ne sont guère pris au sérieux. Premier choc pétrolier, 1973 à 1974, la donne change, c'est la crise. Peu à peu se constituent des bataillons de chômeurs. Pour le patronat, la réduction des coûts, naguère objectif de rentabilité accrue, devient une volonté politique, un leitmotiv même. Et pour ce faire, quoi de mieux que de se débarrasser des salariés ? L'industrie occidentale créatrice de biens matériels de consommation nécessite pourtant de la main-d'œuvre. Le capital décide de délocaliser sa production dans le tiers-monde. Revenons maintenant dans notre petit monde du livre. Ici, plus spécialement dans l'édition, l'heure est aussi à la délocalisation, mais sous une autre forme. Les travailleurs intellectuels, les correcteurs tout d'abord, sont priés d'aller exercer leur art à leur domicile. En outre, ce travail à haute valeur ajoutée intellectuelle ne s'échange plus contre un salaire. Le correcteur est rétribué par des droits d'auteur. Cette pratique généralisée est combattue par les syndicats, car les pigistes se voient privés de tous les droits sociaux liés au salariat. Le syndicat des correcteurs se trouve à la pointe du combat sur cette question, et il réussit à imposer au patronat un addenda à la Convention collective nationale de l'édition, l'annexe 4, régissant les rapports entre éditeurs et correcteurs sur la base du salariat. Les maisons d'édition, rétives, continuent bien souvent à rémunérer leurs correcteurs par des droits d'auteur, mais, procès après procès, les plus prestigieux sont condamnés par la justice dans les années 1990 et tout ou presque finissent par appliquer la loi. Du moins provisoirement. Au tournant du XXIe siècle, la donne change encore du fait des nouveaux moyens de communication et de la généralisation de l'informatique. Externaliser la plupart des tâches devient un jeu d'enfant pour les entreprises d'édition. Rédacteurs, maquettistes, iconographes sont invités à rejoindre leur domicile à l'image des correcteurs. Bien évidemment, en quittant leur lieu de travail classique, tous perdent leur statut de salarié et ce avec l'aval du législateur, voire sa complicité. En effet, en France, par deux dispositions de 2008 et 2009, les gouvernants ont grandement favorisé le désalariat. En 2008 est instaurée la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée. Cette procédure permet en théorie à l'employeur et aux salariés de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Dans les faits, les employeurs imposent bien souvent cette rupture, pourquoi donc s'embarrasser d'une procédure de licenciement ? Quant aux salariés ainsi remerciés, il parvient à avaler la pilule. Pourquoi subir un harcèlement continu susceptible de pousser à la démission quand il est possible de toucher les allocations chômage ? Dès 2009 naît le statut d'auto-entrepreneur, qui rend la pilule faussement digeste. En effet, l'auto-entrepreneur peut exercer une activité commerciale ou artisanale en parallèle d'une activité principale, c'est-à-dire en complément d'un autre statut, salarié, retraité, étudiant. Résultat, une personne peut continuer de travailler pour une entreprise tout en la quittant officiellement. Le salarié ainsi aboli laisse la place à un entrepreneur aussi factice que précaire. Imaginons maintenant que nous puissions consulter notre astrologue préféré et que nous lui posions la question. Maintenant que nous avons aboli le salarié, où allons-nous ? Imperturbable, elle répondrait, vers l'abolition de l'humain. Et qu'y a-t-il après l'humain ? Eh bien, il y a le transhumain pardi. C'est beau comme la rencontre d'un bio-nanotechnicien et d'une économiste ultralibérale sur une table de programmation informatique. Que peut-il naître de cette union ? Un magnifique robot, du russe Rabota, travaille, évidemment. Mais pourquoi donc avoir perdu tout ce temps, alors que Paul Lafargue, le propre gendre de Marx, on se doutait bien qu'ils n'étaient pas tous myopes dans la famille, nous l'annonçait déjà avec le lyrisme en plus, dans son droit à la paresse, 1880. Le rêve d'Aristote est notre réalité. Nos machines au souffle de feu, aux membres d'acier infatigables, à la fécondité merveilleuse, inépuisable, accomplissent docilement d'elles-mêmes leur travail sacré. Et cependant le génie des grands philosophes du capitalisme reste dominé par le préjugé du salariat, le pire des esclavages. Ils ne comprennent pas encore que la machine est le rédempteur de l'humanité. En fait, notre astrologue préféré a déjà un métro de retard.
le vent de l'histoire ultralibérale a soufflé trop fort. Les auteurs les plus sérieux nous annoncent l'avènement du capitalisme 3.0. Philippe Escande et Sandrine Cassini, bienvenue dans le capitalisme 3.0, 2015. Le tsunami numérique, de Facebook à Uber en passant par Google, va tout emporter sur son passage et avaler les restes de l'organisation classique du travail. Ils actent donc la fin du salariat. Selon eux, le numérique rapproche les hommes et leur donne tout autant l'occasion de se haïr. Mais alors que tout peut se vendre, même nos pensées, le tout numérique nous conduit-il vers l'enfer ou vers le paradis ? Le capitalisme 3.0 est-il porteur de libération ou d'asservissement pour l'individu ? Nous eussions bien aimé demander son avis à Paul Lafargue, prophète avant-gardiste s'il en est. Témoignage. Un soir de l'année 2010, j'ai recueilli les propos du directeur des ressources humaines de mon entreprise, qui me faisait des confidences au sujet du plan de restructuration qu'il avait mis en œuvre. Il me tint ce discours. La boîte ne connaît pas vraiment la crise, mais les économies de structure m'ont toujours paru nécessaires. En outre, j'ai cherché à réaliser des économies d'échelle en réduisant la masse salariale. J'ai présenté un plan allant dans ce sens aux actionnaires, lesquels m'ont confié un blanc-seing pour agir. Dans un premier temps, j'ai transféré les locaux de la société situés au cœur de Paris vers une lointaine banlieue. De nombreux salariés ont alors souhaité télétravailler à domicile. À chaque fois, je disais comprendre leur motivation, mais leur adressais un refus poli. Les rapports sociaux se sont dégradés, les conditions de travail sont devenues de plus en plus exécrables jour après jour. Bien sûr, je répétais à chacun que la porte de mon bureau leur serait toujours ouverte et mon oreille attentive. Peu à peu, je les ai encouragés insidieusement à remettre en cause leur statut de salarié. Je leur rappelais la possibilité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et leur vantais le statut d'auto-entrepreneur. Je leur assurais que l'entreprise leur fournirait une quantité de travail conséquente. Les uns après les autres, de nombreux salariés décidèrent d'accepter ma proposition. En une grosse année, le nombre de salariés avait été divisé par 2. J'estimais avoir accompli ma mission. Propos recueillis auprès d'Adeline, secrétaire dans l'édition. Abréviation. Que signifie donc cette habitude de tout abréger à tout propos ? Cette question pourrait faire l'objet d'un débat philosophique, mais nous n'avons pas compétence pour y répondre. Nous dirons qu'abréger les souffrances d'un mourant relève sans doute de la charité, non chrétienne, mais contrevient la loi, et nous nous arrêterons ici afin de revenir à notre sujet de prédilection, le livre. Il existe des abrégés de toutes sortes, de la vie des saints de Jehan de Beaumont comme du Capital de Marx. Se contenter de l'abrégé plutôt que se plonger dans le copieux original permet d'économiser du temps, de la sueur, des efforts et de la matière grise. Par ailleurs, économiser l'encre et le papier relève de la bonne économie livresque, et on pourrait penser que les abréviations typographiques ont été conçues avec un objectif de rentabilité. Pas si simple. Ainsi, les manuscrits médiévaux regorgent d'abréviations. Or les larges marges laissées inutilisées dans ces documents prouvent qu'économiser le coûteux parchemin n'était pas l'objectif de l'emploi de ces multiples abréviations. En revanche, les bataillons de moines copistes ont sans nul doute créé les abréviations à seule fin de s'économiser les poignets et de gagner un temps précieux qu'ils pourraient consacrer à la prière ou, selon Rabelais, à la masturbation. Au temps de Gutenberg, les abréviations se sont multipliées comme les pains, car ces artifices offraient à l'imprimeur plus de souplesse dans la mise en page, lui permettant notamment d'affiner une justification. Classiquement, l'emploi d'une lettre tilde pour supprimer une autre lettre, voire plusieurs lettres, devint un canon de l'imprimé, baquet pour banquet, seigneur pour seigneur, etc. Mais nos imprimeurs poussèrent le bouchon un peu loin en employant à l'envi la lettre barrée, la cédille, en ressortant même des oubliettes antiques les abréviations latines. Cette pratique abréviative désordonnée se poursuivit jusqu'au XVIIIe siècle. Or, afin que le lecteur n'y perdît pas son latin, il fallut un jour normaliser toutes ces abréviations. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une abréviation ? Nous citerons Émile Leclerc, qui en donne la définition dans son nouveau manuel complet de typographie historique, publié en 1897. L'abréviation consiste dans le retranchement de plusieurs lettres finales ou médianes remplacées ou non par un point,
en une combinaison de chiffres et de minuscules et même de supérieurs, et par la substitution de lettres et de signes particuliers. Soit. Mais illustrons par quelques exemples l'utilité de l'abréviation normée. Ainsi, employer des abréviations normées permet à chacun de se reconnaître dans sa civilité ou sa fonction, et permet à tous de reconnaître ce chacun. Mi Gims, me pour maître, désigne un hypothétique avocat, à ne pas confondre avec le rappeur-compositeur Maître Gims. Cette normalisation permet aussi de ne pas prendre un chapitre, chap, pour un chant, ch, dans une joyeuse cacophonie. De la même façon, on sait que écle signifie ecclésiaste et écli. Ecclésiastique. Ne confondons pas le livre de la Bible hébraïque attribué à Salomon et un curé de campagne. L'abréviation permet aussi d'économiser du signe. Il est donc interdit de ne retrancher qu'une lettre pour abréger un mot. Abréger Tom en Tom serait ridicule, Tom s'abrège en T. Nous pensons que les maîtres typographes, bien évidemment hostiles au haut clergé comme à la noblesse, ont volontairement établi quelques abréviations canoniques absconses qui prêtent à sourire, TT. CC. FF pour très cher frère RR. PP pour révérend père, LL. MM. RR. Pour leur majesté royale. Et nous imaginons que ces codificateurs typographiques goguenards ont imposé que baronne s'abrégeât bonne et marquise mise afin de tourner en ridicule ces précieuses dans quelque ouvrage. Au temps du plomb, composer des lettres supérieures nécessitait des manipulations génératrices d'erreurs. Impossible qu'ils n'eussent pas imaginé que, parfois, une baronne devint une bonne, et que la marquise fut mise. Amphibie. Certains mots issus du vocabulaire des ouvriers du livre du XIXe siècle sont tombés dans l'oubli, alors que la situation qu'ils décrivaient est redevenue d'actualité au XXIe, pour le pire du point de vue des travailleurs. Ainsi du terme amphibie. En effet, dans la première moitié du XIXe siècle, alors que l'imprimerie allait bientôt connaître son âge d'or, un typographe pouvait exercer diverses fonctions au sein de l'entreprise, à l'image d'un amphibien capable d'évoluer sur terre comme dans l'eau. À l'époque, le typographe est le personnage central de l'atelier. Il compose à la monotype ou à la linotype, met en page, tire les épreuves. Mais pour des questions de rentabilité, le typographe peut dépasser sa fonction. Parfois, il se mue en imprimeur, bien plus souvent il s'improvise correcteur. En effet, contrairement à moult dactylographes métamorphosés en clavistes dans les années 1970 avec l'arrivée de la photocomposition, le typographe du XIXe siècle maîtrise à la quasi-perfection la langue française et la grammaire. En outre, il a l'œil vif et aguerri, et est donc capable de détecter les erreurs. Surtout, si les maîtres imprimeurs sont conscients que fournir un travail de qualité à leurs clients est un postulat de leur métier, ce qui passe par la correction des épreuves, ils ne sont guère disposés à rémunérer un personnage dédié uniquement à cette tâche, c'est-à-dire un correcteur professionnel. Ce typographe capable d'exercer diverses fonctions va donc être qualifié par ses pairs d'amphibie. Il faut souligner que ce terme est considéré comme argotique, car il fait référence à l'amphibie de la littérature classique, lequel est une personne réunissant en elle deux opinions ou deux activités professionnelles contradictoires. Pourtant, le typographe amphibie exerce bien plutôt deux activités complémentaires. Avec l'âge d'or de l'imprimerie et de la presse quotidienne, le cumul des fonctions va quasi disparaître et le terme amphibie va s'effacer de la mémoire collective. Ainsi, dans la presse, durant les Trente Glorieuses, transformer un texte rédigé par un journaliste en article publié dans un journal imprimé mobilise plusieurs personnes. Le secrétaire de rédaction en définit la forme, présentation, titrage, maquette. Le typographe le compose et le met en page, le correcteur le corrige. Mais aux 30 glorieuses vont succéder les 20 médiocres des économistes, et la presse quotidienne prospère va connaître une grave crise dont on peut situer le début au conflit du Parisien libéré, 1975 à 1977. Bien sûr, pour gérer les difficultés, le plus simple est de tailler à la serpe dans les effectifs. Dans les années 1980 à 1990, les mutations technologiques vont permettre aux rêves du patronat, se débarrasser d'un grand nombre de salariés, de se concrétiser. Pourquoi donc faudrait-il payer un typographe pour composer un texte écrit par un journaliste? Lequel journaliste allait troquer sa Remington contre un micro-ordinateur? Pourquoi donc faudrait-il payer un autre typographe pour réaliser une mise en page d'après une maquette définie par un secrétaire de rédaction?
lequel secrétaire de rédaction allait troquer son gabarit papier et son stylo contre un Macintosh? Pourquoi donc payer un correcteur pour relire un texte mis au point, prétendument à la perfection, par un secrétaire de rédaction? Les réponses patronales à ces questions allaient de soi. La fusion des métiers serait la norme. Dans la presse quotidienne, ces fusions de masse seront l'objet d'accords cadres conclus entre syndicats et patronat, déterminant les départs des uns et des autres dans les années 1990 et 2000. Du fait de ces accords cadres, elles ne provoqueront pas de drames humains. Ailleurs, ces fusions seront imposées brutalement aux salariés. Désormais, dans la presse magazine et dans l'édition, le secrétaire de rédaction, le typographe, le maquettiste et le correcteur sont une seule et même personne. Un travailleur dénommé selon les cas secrétaire de rédaction, secrétaire d'édition. En outre, bien souvent cette personne n'est plus un salarié, mais un pigiste au statut d'auto-entrepreneur. Ce pigiste au statut d'auto-entrepreneur ne serait-il pas, par un triste bégaiement de l'histoire, un amphibie? Peut-être. Mais alors que l'amphibie du XIXe siècle pouvait s'adapter à divers milieux dans une perspective évolutive quasi darwinienne, l'amphibie du XXIe siècle aurait plutôt vocation à se noyer. Témoignage. Parmi tous les candidats que je reçus durant ma carrière de chef correcteur à l'Encyclopædia Universalis, il en est un qui me laisse un souvenir particulier et désagréable. Une fois faites les présentations d'usage, il se disait capable de rédiger, de traduire, de calibrer, de mettre en page, de corriger. Selon ses dires, aucun logiciel ne lui était étranger. Devais-je considérer ce collaborateur en devenir comme un amphibie héritier des typographes du XXe siècle? Ou bien devais-je le voir comme un arriviste prétentieux? En fait, je lui fis passer un test de correction, et les multiples coquilles, pléonasmes et autres incohérences qui avaient échappé à sa vigilance me convainquirent rapidement. Cet amphibie s'était noyé dans le verre d'eau que je lui avais servi. Témoignage de Pierre Lagrue. ANARCHOSYNDICALISME et clientélisme. Commençons par un hommage à Monsieur de la Palisse. L'anarcho-syndicalisme est une forme de syndicalisme marquée par les idées anarchistes, anti-autoritaires, anti-étatiques, dont l'objectif est de confier la gestion des affaires économiques à des syndicats directement contrôlés par les travailleurs. Dans l'histoire, on connaît une unique et brève tentative de concrétisation de l'idéal anarcho-syndicaliste. Celle-ci eut lieu en Espagne, durant les années 1936 à 1938, sous l'impulsion de la Confédération nationale du travail, Fédération anarchiste ibérique, CNTFAI, forte de quelques 2 millions d'adhérents, en pleine guerre contre les troupes franquistes insurrectionnelles. Mais elle fut tuée dans l'œuf par des brigades dites internationales d'obédience communiste, staliniennes pour certains, puis définitivement enterrée par la répression franquiste. En France, le néologisme anarcho-syndicalisme est assez récent. Il naît en 1922, dans la bouche d'Alexandre Lozovski, dirigeant de l'Internationale socialiste rouge bolchevique, qui, lors du congrès fondateur de la Confédération générale du travail unitaire (CGTU), veut brocarder par le verbe les dissidents qui souhaiteraient demeurer au sein de la Confédération générale du travail (CGT). Quant au terme anarchie, il était apparu dans la langue française bien plus tôt, au XIVe siècle, chez Nicole Orem. Mais un usage malveillant a fait de l'anarchisme une manière, voire une manie, de refuser toute autorité, toute règle imposée. Ainsi, le mot anarchie est devenu progressivement synonyme de désordre. Pourtant, tout au long des XIXe et XXe siècles, nombre de théoriciens ont affirmé que la pratique anarchiste, farouchement opposée à toute forme d'autoritarisme, repose sur ce qui en chaque homme doit faire autorité, la raison et la conscience. Sur cette base, nous daterons le début de la pensée anarchiste en France de la parution du Discours de la servitude volontaire, 1547, d'Étienne de la Boétie. Les principes défendus par l'anarcho-syndicalisme viennent pour une bonne part de la pensée de Bakounine, activiste révolutionnaire et théoricien du XIXe siècle, qui a posé les fondements du socialisme révolutionnaire. L'anarcho-syndicalisme prône l'abolition conjointe du capitalisme, fût-il d'État et de l'État, fût-il prolétarien,
et l'instauration d'une société communiste libertaire par la mise en place de coopératives ouvrières de production autogérées et coordonnées selon un modèle fédéraliste de démocratie directe tel que celui qui a été conçu par Proudhon. Bien entendu, le salariat est consécutivement aboli et remplacé par un moyen égalitaire de distribution des richesses, telle la prise au tas proposée par Kropotkin. Dans leur lutte contre le patronat, les militants anarcho-syndicalistes n'hésitent pas à employer les moyens les plus extrêmes. Grève générale, action directe, occupation d'usines, piquets de grève, voire sabotage de machines. En France, à la fin du XIXe siècle, l'anarcho-syndicalisme s'enracine, notamment au sein de la Fédération du Livre et de la Fédération des cheminots, lesquels seront les deux piliers de la Confédération générale du travail, CGT, lors de sa création en 1895. Notons que ces deux fédérations sont singulièrement en rapport avec les attributs indispensables à l'expansion de la nouvelle société industrielle. Diffusion, transmission des informations pour la première, mouvement, trafic, flux des populations et des marchandises pour la seconde. L'influence de ce qu'on appelle encore « syndicalisme révolutionnaire » est particulièrement marquante lors du 9e congrès confédéral de la CGT en 1906, à l'issue duquel est adoptée la Charte d'Amiens. Celle-ci donne au syndicalisme quelques-uns de ses traits spécifiques. La lutte des classes, le combat quotidien pour des améliorations immédiates de la vie des travailleurs, l'abolition du salariat et du patronat, l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Mais 4 années de guerre mondiale changent la donne. Après l'engouement de la classe moyenne française pour l'emprunt russe, c'est au tour de la classe sociale de s'engouer pour la révolution russe advenue entre-temps. D'inspiration marxiste-léniniste, elle prône la dictature du prolétariat et promet « les soviets et l'électricité » pour toutes les Russies, et plus si affinités. Les soviets sont des conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats, coordonnés et dirigés par le parti, donc sur le mode vertical autoritaire. Les anarchistes qui tentent de s'opposer sont massacrés ou forcés à l'exil. Le Parti communiste français, créé en 1920, devient vite très influent au sein de la CGT. En 1921, une scission s'opère entre anarchistes et marxistes. Ces derniers fondent la CGTU. U communitaire, qui appuie les bolcheviks russes puis adhère à l'Internationale syndicale rouge. De congrès en congrès, les marxistes se présentent comme représentant le courant résolument progressiste. La Fédération du Livre, attachée à ces traditions, devra suivre le mouvement. Voici ce que pouvaient entendre les compositeurs typographes à la fin des années 1930, de la bouche même d'Émile Pohensin, secrétaire général du syndicat du livre parisien. En un demi-siècle, on a vu naître les inventions les plus diverses, l'automobile, l'aviation, le cinéma, la TSF. Toutes ces inventions ont transformé la vie. Elles ont aussi transformé la mentalité des masses. Elles leur ont ouvert de nouveaux horizons, de nouvelles aspirations, de nouveaux besoins. La guerre et l'après-guerre, surtout, ont également contribué à modifier considérablement les esprits. Eh bien, on semble méconnaître tout cela à la Fédération du Livre. On reste fidèle aux méthodes que Käufer, Auguste Käufer est le père fondateur de la Fédération du Livre CGT a fait prévaloir jadis. Ces méthodes, empreintes d'un esprit mutualiste et corporatif, étaient parfaites à l'époque où elles furent innovées. Une partie d'entre elles peuvent être sans doute maintenues, mais elles ne sauraient demeurer un principe sacro-saint dont on ne saurait déroger. On ne peut mieux dire. Ce responsable parisien savait-il qu'une guerre mondiale allait advenir 2 mois plus tard ? Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ce dernier alexandrin du poème Ultima Verba, que Victor Hugo écrivit en exil, le syndicat des correcteurs aurait pu le faire sien. Car nul autre que lui n'est plus attaché aux traditions d'un syndicat de métier, et de plus imprégné des principes de l'anarcho-syndicalisme dans lesquels il baigne depuis sa naissance. Aussi, bien que qualifié d'enfant terrible par sa fédération de tutelle, n'en continue-t-il pas moins d'être le fleuron du livre. La presse comme l'édition s'enorgueillissent de publier des textes en parfaite conformité avec les règles orthotypographiques. Le syndicat est en mesure de leur procurer des hommes et des femmes de métier. Ici intervient la notion de clientélisme. Corollaire de la pensée anarcho-syndicaliste, la solidarité est un des maîtres mots du syndicat des correcteurs. Une solidarité qui dépasse de loin la lutte syndicale traditionnelle. Ainsi,
le syndicat des correcteurs n'hésitera jamais à tendre la main à tel ou tel. Une des matérialisations de cette solidarité dont le syndicat peut s'enorgueillir est de permettre à des prisonniers, politiques mais aussi de droit commun, de quitter leur geôle. Le syndicat encourage l'incarcéré à se former au métier de correcteur, puis il s'engage auprès de l'administration pénitentiaire à fournir un travail à ce prisonnier correcteur, ce qui permet à ce dernier de bénéficier d'une libération anticipée et conditionnelle. Magnifique exemple de réinsertion. Une réinsertion concrètement mise en œuvre bien avant que ce vocable envahisse la sphère médiatico-politique. Mais cette solidarité s'exerce aussi d'une autre manière. Au fil de rencontres en de célèbres lieux du mouvement anarchiste, divers militants qui se trouvent dans la disette sont invités par les responsables du syndicat des correcteurs à se former à la va-vite au métier. Aussitôt encartés syndicalement, on leur propose des services en presse, ce qui leur permet à la fois de vivre très convenablement et de consacrer leur temps libre à la cause du drapeau noir. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à l'issue de la période de reconstruction, cette solidarité ne fait pas problème. En effet, la presse redevient florissante et vient l'époque du plein emploi. La pagination des titres gonfle, les ateliers des imprimeries comptent des ouvriers en grand nombre. Il faut souligner que les cadences de travail ne sont guère infernales, ce qui permet de faire œuvre de solidarité sans mettre en danger l'économie des quotidiens parisiens. Souvent un castin compte 30 correcteurs, piétons ou rouleurs, quand une vingtaine suffirait pour boucler le journal en temps et en heure. En gros, on peut dire qu'une petite dizaine de correcteurs, occupés à leur activité militante et ou totalement incompétents, peuvent ne pas assurer leur part de travail. Et leurs camarades ne leur en tiennent pas rigueur. Hélas, les 30 glorieuses s'éteignent. Le dernier quart du XXe siècle voit le déclin irrémédiable de la presse quotidienne écrite. Les effectifs des castins fondent comme neige au soleil. La solidarité entre anarcho-syndicalistes ne meurt pas pour autant. Le travail se raréfie, pourtant le bureau de placement continue de fournir des services aux militants dans le besoin. Le chemin qui conduit au travail en presse devient chaotique et se rétrécit. Bientôt, seule la clientèle historique du syndicat des correcteurs, anarcho-syndicalistes, est autorisée à l'emprunter. Dans les années 1980 naît un néologisme non académique pour qualifier cette situation, l'anarcho-clientélisme. Le 37e congrès de la CGT, en novembre 1969, avait effacé des statuts de la Confédération le projet d'abolition du salariat. La direction du syndicat des correcteurs s'était transformée en gardienne de sacro-saints statuts, qui prenaient encore l'abolition du salariat. Mais comment abolir un salariat déjà en plein dépérissement sous l'impulsion d'une économie néolibérale qui pousse les travailleurs à la libre entreprise forcée? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.